Ah bah moi je connais quelqu'un, voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui voilà a galéré depuis 3 ans et puis paf ça a été un miracle. Oui effectivement ça existe, mais c'est quand même relativement rare et c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à Maxime, qui nous parle depuis l'Est de la France, à côté de Nancy. Maxime et sa femme sont en parcours PMA depuis la fin 2017 et sa femme souffre du trop mal connu syndrome des ovaires polykystiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Maxime nous raconte comment lui, homme de la PMA, a vécu ce parcours aux côtés de son épouse. Il me parle des 8 stimulations, des 2 inséminations et des multiples fausses couches. Il se confie aussi et avoue s'en être voulu de ne pas savoir aussi bien qu'il ne l'aurait voulu comment fonctionne le corps de sa propre femme. Il n'a pas osé poser de questions par peur d'être bête. Et c'est vachement bien de l'avouer parce que on est tous et toutes passés par là. Il nous parle aussi sans tabou de l'impact psychologique que ces difficultés à concevoir un enfant ont pu avoir sur lui et nous partage ce qu'il a mis en place pour prendre soin de lui donc et de son couple, afin notamment de ne pas se résumer à un couple en parcours PMA. Maintenant, Maxime a pris de l'assurance et après une pause tout d'abord décidée avant le coronavirus, puis imposée par ce dernier, le voilà avec sa femme prêt à se relancer dans le parcours parfois trop sinueux de la PMA et du projet bébé. Une perspective nouvelle et passionnante donc. Alors sans plus attendre, je vous présente Maxime. Bonne écoute. Bonjour Maxime, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ? Alors ça va très bien, merci. Et puis je parle de Pulnoy, une petite ville à côté de Nancy dans le Grand Est. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour rejoindre le podcast, pour partager ton histoire, celle de voilà ton histoire à toi et donc à ton épouse. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, me dire voilà donc j'ai compris que tu venais de la France. Je sais pas quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien ? Eh bien, j'ai 33 ans. Moi, je travaille dans la formation, dans le domaine notamment de la com et du marketing. Actuellement, forcément, comme beaucoup de gens, je suis en télétravail. Je suis marié depuis septembre 2016 avec mon épouse depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Génial, félicitations. Merci. D'accord. À quel moment est-ce que le projet bébé est arrivé du coup, si vous êtes ensemble depuis 5 ans ? Il est arrivé assez vite. On a commencé à y réfléchir sérieusement l'année de notre mariage, donc en 2016. On a commencé à y réfléchir et bien évidemment à ce moment-là, on n'imaginait pas encore tout ce que ça allait impliquer, etc. Mais c'est arrivé assez vite puisque j'ai demandé mon épouse en mariage assez rapidement, au bout d'un peu plus de 8 mois de relation. Ah ouais, génial. Ouais. Donc c'est arrivé très très vite. Le projet est arrivé assez rapidement derrière. D'accord, ok, super. Et vous étiez tous les deux, vous étiez synchrones sur votre désir d'enfant ? Oui, il y a pas eu un moment où on n'avait plus envie ou pas envie et l'autre si, on était tout de suite partants tous les deux. Ouais. D'accord, bon, super. Donc du coup, vous vous lancez et puis donc malheureusement, j'imagine que ça ne marche pas comme vous le vouliez puisque nous parlons aujourd'hui. Comment ça se passe alors ? Comment est-ce que vous vous y prenez ? En fait, on se rend assez. Alors bon, c'est pas qu'on se rend vite compte que ça ne fonctionne pas, c'est que on laisse quand même passer quelques mois puisque mon épouse avait arrêté la pilule, donc il fallait quand même le temps avant que ça puisse repasser en mode fertilité, on va dire. Et on se rend compte au bout de quelques mois que ça fonctionne pas. À peu près au bout de 9-10 mois, on se dit quand même c'est bizarre, il y a vraiment rien du tout. Donc on commence un petit peu à réfléchir, on commence à prendre des rendez-vous pour voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement ne pas aller, jusqu'à la fin 2017, où là où on se rend compte en fait après quelques examens, on passe voir une gynéco bien sûr, on se rend compte que mon épouse est atteinte comme plein d'autres personnes, mais ça on le savait pas encore, du syndrome des ovaires polykystiques. Ah oui, d'accord. Donc c'est là qu'on Alors est-ce que tu peux nous décrire pour tout le monde qui ne connaît pas ? Alors c'est l'avantage en fait de cette situation, c'est que je suis devenu presque un expert en médecine. Donc le syndrome des ovaires polykystiques, en gros,
Si je devais résumer très très simplement, comme son nom l'indique, les ovaires vont avoir un ensemble de comment dirais-je de follicules qui vont être autour quand il va y avoir une ovulation et qu'il va y avoir éventuellement quelque chose qui peut arriver derrière, mais trop petit en fait. Les follicules vont être vraiment beaucoup, ils vont être en très grand nombre et très petits, donc ce qui fait que ils sont pas à une taille suffisante pour pouvoir espérer une fécondation derrière. Ce qui apporte d'autres problèmes par ailleurs, outre le fait de problèmes de fertilité, ça peut provoquer chez certaines personnes d'autres soucis sur un plan hormonal, sur le fait d'avoir ce qu'on appelle du hirsutisme, donc d'avoir des poils on va dire en très très grande quantité à certains endroits du corps. Bref, c'est une maladie qui est pas, enfin c'est pas une maladie qui est forcément invalidante ou handicapante, mais qui est vraiment problématique, notamment parce que chez beaucoup de personnes ça provoque zéro règle, ce qui était le cas de mon épouse, et c'est notamment ce qui nous avait mis un peu la puce à l'oreille, c'est qu'elle n'avait aucun cycle, donc c'est notamment comme ça qu'on s'en est rendu compte. D'accord, donc ces règles en fait ne sont jamais vraiment revenues après l'arrêt de la pilule. Oui, c'était très très rare. Elle a dû avoir elle a dû avoir ses règles une fois en un an. Donc c'était vraiment très 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 rare, ce qui était très perturbant forcément pour elle, bien évidemment, et puis ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille aussi de notre côté, quoi. D'accord, ok. Et alors, donc vous êtes passé, tu disais, par différents médecins. Donc vous avez commencé par quoi? Par votre médecin généraliste? C'est le gynéco finalement qui a posé le diagnostic? En fait, oui, on est passé par un gynéco. Mon épouse n'avait pas vraiment un gynéco attitré, donc on en a profité pour en voir une en l'occurrence. Et effectivement, elle a lancé une batterie d'examens pour voir un petit peu ce qui pouvait éventuellement poser problème. Elle a très très vite pensé à ce genre d'éventualité, et puis on a été assez rapidement fixé sur ce que ma femme pouvait avoir, sachant que par ailleurs on s'est rendu compte qu'elle avait également des problèmes de thyroïde, ce qui n'est pas un problème en soi sur la fertilité, mais ce qui peut poser problème dans le cas d'une grossesse. Donc il fallait régler ce problème également avant même d'envisager une grossesse, puisque quand on a des problèmes notamment d'une thyroïdie trop basse entre guillemets, le bébé n'a pas de thyroïde lui quand il est dans le ventre, donc il prend sur la thyroïde de la mère. Donc ça peut vraiment être un très très gros problème. Donc il fallait régler aussi ce problème-là en plus du SOPK. Ouais. Bon, très bien. Alors la gynéco du coup vous donc met le doigt donc sur ces deux aspects. Qu'est-ce qu'elle vous propose et est-ce qu'elle est rassurante du coup sur comment est-ce qu'elle peut vous accompagner? Alors la première gynéco n'est pas c'est pas une franche réussite en termes de relationnel. Alors d'une part, mais ça n'y est pour rien parce qu'elle va bientôt partir en retraite à ce moment-là, et donc ce qui fait qu'elle nous fait vite comprendre qu'elle ne va pas pouvoir nous suivre. Mais bon, ça n'y est vraiment pour rien du tout. Et puis par ailleurs, parce que comme ça peut parfois arriver chez certains gynécos, elle embraye tout de suite sur des choses un peu désagréables, du genre il va falloir penser à perdre un peu de poids, madame. Alors que mon épouse est en plus très très loin d'être ronde, et puis même si elle l'était, je vois pas enfin voilà. Donc ce qui fait qu'elle enchaîne tout de suite sur des choses un peu rudes, mais effectivement elle nous fait remarquer qu'il serait très pertinent d'être suivi en PMA, et donc c'est ce qu'on décide de faire assez rapidement, de prendre une première consultation en PMA à la maternité de Nancy, histoire de voir un petit peu ce qu'on peut nous proposer, quoi. Donc vous arrivez à avoir rendez-vous relativement rapidement? Comment ça se passe? C'est pas trop long à ce moment-là, c'est après que ça va le devenir davantage, mais on arrive à assez rapidement avoir un rendez-vous avec une première gynéco qui a les résultats, et donc qui pose assez rapidement le diagnostic et nous explique un petit peu comment on peut faire dans un premier temps. Donc on commence assez classiquement. De toute façon au PMA ils y vont assez progressivement, c'est assez logique. Donc on commence d'abord par de la stimulation pour voir si ça fonctionne. Et effectivement, c'est là que commence un petit peu l'entrée en PMA pour nous, quoi. D'accord, ok. Un petit check mental à ce moment-là. Comment est-ce que du coup dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes l'un et l'autre? Au début, on est un petit peu secoué, quoi, parce surtout mon épouse. Moi, je pense que je me rends pas trop compte à ce moment-là de ce que ça peut impliquer derrière, et on avait peu discuté de ce genre d'éventualité, évidemment, et on n'avait pas forcément d'amis dans notre entourage qui nous en avaient parlé. Mais mon épouse, c'est très dur pour elle parce que il y a toujours cette sensation un petit peu que c'est de sa faute, que c'est elle qui est infertile, etc., etc. Alors que bon, je dirais, évidemment, elle n'y est pour rien, mais bon, c'est très compliqué à faire comprendre à ce moment-là. Donc pour elle, c'est difficile. Pour moi, je me mets tout de suite et assez rapidement dans la posture de
de celui qui essaye de la soutenir un maximum, parce que c'est elle qui vit le plus mal de nous deux à ce moment-là, quoi. Est-ce que du coup, donc tu disais que vous avez pas, enfin vous, en tout cas à votre connaissance, vous n'avez pas de proches qui sont passés par là. Comment est-ce que du coup vous vous renseignez, ou est-ce que vous avez un besoin justement d'informations, je dirais autres que de la part des médecins? Et si oui, comment est-ce que vous en trouvez du coup? Alors oui, on fait un peu nos recherches. Au début, un peu chacun de notre côté, parce qu'on cherche pas forcément les mêmes choses. Mon épouse, elle va commencer à aller sur des groupes Facebook autour du syndrome des ovaires polykystiques, et elle va se rendre compte qu'elle est loin d'être la seule en France à en avoir. Donc elle va aller chercher un peu l'information sur ce genre de choses via des groupes Facebook. Moi, de mon côté, à ce moment-là, la connaissance du corps de manière globale, et particulièrement du corps féminin, est à peu près niveau 0. C'était mon sujet du bac d'ailleurs, et j'ai eu une note catastrophique à l'époque sur tout ce qui est procréation. J'étais vraiment très très mauvais. On a peut-être passé le bac la même année, tiens. 2004, voilà, donc c'était ça, moi en l'occurrence. Et donc, je reprends les bases. C'est-à-dire, c'est quoi un ovaire, c'est quoi un ovule, c'est quoi un follicule, c'est quoi, enfin voilà, je repars vraiment de zéro et essaye de comprendre ce qui va pas, en fait. Quel est le problème et comment ça se traite. Donc vraiment, je repars vraiment sur des choses comme ça. Et on essaye effectivement de chercher un petit peu des témoignages de personnes qui ont vécu ça. Bon, sur le moment, voilà, on a un petit peu peur, quoi, forcément, parce que on tombe sur des gens qui galèrent pendant des années, avec parfois une absence totale de résultats. On va passer des acronymes, un nouveau monde de mots, IAC, FIV, etc., etc. Et c'est vrai que on découvre ce monde-là. Et mon épouse étant dans le domaine médical, elle est moins impressionné, on va dire, que moi, mais moi, oui, à l'inverse, effectivement, c'est pas que je panique, mais je me rends compte qu'effectivement il y a tout un tas de choses que je connais absolument pas et qu'il va falloir que je maîtrise assez rapidement, notamment quand on prend les rendez-vous avec les médecins de la PMA, où là on enchaîne vraiment un certain nombre de termes, de notions, etc., que même si on m'explique bien, voilà, je reste quand même un type qui a fait un bac L. Donc les sciences pour moi c'est très très loin. Donc voilà, on fait nos recherches de chacun de notre côté, mais pas forcément sur les mêmes sujets, quoi. D'accord, ok. Et alors du coup, j'imagine que tu as plein de questions aussi, l'un comme l'autre, à poser aux médecins de la PMA. Je veux dire, ils accueillent bien vos questions, ils prennent le temps de vous répondre. Oui. C'est pas toujours facile. Ils se rendent bien compte. Bon, je pense, sans tomber dans le cliché, qu'ils se rendent bien compte que souvent monsieur qui accompagne est pas forcément ultra au courant de comment ça se passe. Donc ils prennent toujours un temps pour nous expliquer en des termes très vulgarisés, parce que voilà, en plus avec mon épouse c'est assez facile pour eux de discuter, puisqu'elle elle comprend parfaitement, elle est infirmière de métier. Donc ce qui fait que quand on lui parle de ses résultats, de ses bilans sanguins, etc., et qu'on lui parle de telles notions, elle pige rapidement, évidemment. C'est son métier. Mais moi, à l'inverse, effectivement, ils ont été assez pédagogues au début. Et ça s'est poursuivi d'ailleurs après. Ils prennent toujours un temps pour qu'on puisse poser nos questions, ce que je n'ose pas faire, pour être tout à fait honnête, dans un premier temps, parce que j'ai vraiment peur de passer pour un imbécile qui n'y connaît absolument rien. Je suis un peu honteux, en gros, de rien comprendre à ce qu'on me raconte, parce que je me dis, non mais tu sais vraiment rien de rien à rien. Tu sais pas ce que c'est que on t'explique ce que c'est un follicule. Le premier réflexe, tu vas voir sur C'est normal. Oui, oui, c'est vrai. Mais même alors ta femme est infirmière, donc elle connaît tout ça. Mais enfin, je veux dire, même les femmes, en fait, finalement, si tu veux, même si on parle de notre propre corps, on ne connaît pas toutes ces choses-là avant de faire des recherches, des fois. C'est ce dont je me suis rendu compte par la suite, mais c'est vrai que sur le moment, j'avais un peu honte de ne même pas savoir en gros comment fonctionnait le corps de mon épouse, quoi. Donc j'ai eu du mal au début à poser les questions, et il y a souvent eu en fait un petit moment de 5 minutes après la consultation avec mon épouse pour débriefer. Et alors quand il a dit ça, en fait, il voulait dire quoi? Je comprends pas. Tu veux bien m'expliquer? Donc voilà. Et puis ensuite, voilà, j'ai plus pris plus d'assurance, et puis je pose davantage de questions quand je comprends pas. Voilà. D'accord, bon, c'est très bien, c'est super. Donc du coup, tu disais vous lancez du coup sur des stimulations, donc des stimulations qui ne sont suivies de
voilà, des stimulations pures, je veux dire, il n'y a pas d'insémination à la clé. Ta femme, du coup, réagit quand même bien à ces stimulations? Alors au début, oui, il y a même une stimulation qui débouche sur une grossesse, mais qui va très très vite en fait se terminer en fausse couche de façon très très prématurée, à moins d'un mois en fait. Donc la première, enfin c'est la deuxième stimulation si je dis pas de bêtises. Globalement, le traitement semble bien fonctionner, mais bon le syndrome des ovaires polykystiques quand même pose un gros problème. Ça va traîner entre guillemets pendant à peu près un an cette histoire de stimulation où on va avoir une période forcément entre chaque avec des médicaments à prendre, avec des choses comme ça, jusqu'à ce que bon bah le gynécologue se rende compte que bah ouais effectivement ça fonctionne pas des masses, enfin que c'est pertinent mais qu'il y a un problème dû aux ovaires polykystiques. Et c'est là que au fur et à mesure des rendez-vous, on nous propose pour le début de l'année 2019, si je dis pas de bêtises, que mon épouse fasse ce qu'on appelle un drilling ovarien. C'est un nom un peu barbare pour un truc très très simple, c'est-à-dire qu'en gros on va percer des trous très petits dans ses ovaires pour limiter justement le fait qu'il y ait trop de follicules tout petits et qu'on arrive de nouveau à des ovaires qui produisent des follicules de taille normale, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on lui fait en ambulatoire, hein, puisqu'on fait ça de façon très, très rapide maintenant. Donc on lui fait ça en janvier 2019, si je dis pas de bêtises, et c'est censé effectivement faire repartir la fertilité. Dans ces cas-là, pour maximiser les chances, ce que font les gynécos, c'est qu'ils ils vont faire des inséminations, parce que c'est ce qui est le plus efficace, même si ça pourrait fonctionner sans, mais en tout cas ils maximisent vraiment les chances, donc ils partent sur une insémination et ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que même ça va vite arriver au même problème, c'est-à-dire qu'il y a une grossesse qui va s'arrêter de façon prématurée jusqu'à donc ça se produit, si je dis pas de bêtises, 2 fois. Et bon, voilà, on se rend compte que ça marche, ça prend entre guillemets, mais ça ne va pas plus loin, ça n'aboutit pas. Il y a un côté rassurant quand même sur le fait que ça s'accroche. Ouais, ça fonctionne bien, mais ça va pas plus loin. Donc ce dont on se rend vite compte, c'est qu'il y a manifestement un problème sur le fait que bah ça accroche pas longtemps. Et donc on va de nouveau faire une série d'examens pour ça, et on va se rendre compte notamment du fait que mon épouse aurait potentiellement un problème qui ferait qu'en gros ça ne tiendrait pas. On va en fait aller voir un service à l'hôpital de Nancy pour pouvoir vérifier qu'il y aurait alors il y aurait manifestement je suis encore très peu à l'aise avec le concept, donc j'ai du mal à l'expliquer, mais une sorte de, je crois que c'est une sorte d'enzyme qui fonctionnerait pas. C'est des anticorps, c'est pas des enzymes, voilà. C'est des anticorps en gros qui seraient présents dans son sang et qui pourraient potentiellement provoquer plus facilement des fausses couches. Donc on fait des tests pour ça. On en fait 2 parce que le premier doit toujours être confirmé par un deuxième. Et entre-temps, en attendant que le deuxième arrive, eh bien fin 2019, mon épouse tombe enceinte naturellement. Et ça, c'est assez fou à ce moment-là. C'est pas du tout prévu. On n'avait rien calculé de particulier. Elle avait eu naturellement, grâce notamment au drilling ovarien, elle avait plus régulièrement quand même ses règles, ce qui avait l'avantage de faire repartir des cycles naturellement. Et là, effectivement, elle avait eu un cycle quelques semaines auparavant, mais on n'avait rien calculé de particulier. Sauf que mon épouse, elle, je sais pas, il doit avoir effectivement, elle a dû le sentir à un moment donné dans son corps, se dit c'est bizarre. Donc elle achète un test de grossesse le 31 décembre. Vraiment un nouvel ange extraordinaire. Donc elle fait le test positif. Donc elle appelle en catastrophe la maternité. Forcément, il y a personne qui répond un 31 décembre, c'est plus compliqué. Mais notre médecin généraliste qui connaît bien notre gynéco de référence lui envoie un mail et la gynéco répond quand même à 23h30 un 31 décembre.
Oh, quelqu'un génial. de très consciencieux, on va dire, et donc nous fait une liste de recommandations sur ce qu'on va devoir faire, etc. Nous dit qu'en gros, vu le problème de l'anticorps qui est pas encore confirmé à ce moment-là, mais qui est très fortement soupçonné, il va falloir passer sous aspégique, puisque ça permet de fluidifier un peu le sang et donc de régler le problème potentiellement de cet anticorps. Donc on fait tout ça, ça se passe bien. Les premières semaines se passent bien jusqu'à ce qu'on arrive à peu près 2 mois de grossesse et que là, la grossesse s'arrête. Il y a pas de, elle ne perd pas le bébé en allant aux toilettes par exemple ou quelque chose comme ça, mais le bébé ne grandit plus en fait. On se rend compte qu'il y a plus de développement et là, effectivement, c'est un peu plus dur pour nous à supporter quoi. Bien sûr. Ouais. Je suis désolée. D'accord. Donc finalement c'est très récent du coup. Ça c'était il y a quelques mois. C'était il y a quelques mois et pour être tout à fait honnête, ça nous a pas mal remué. Mon épouse forcément était abattue, moi aussi. Moi en plus, j'avais déjà beaucoup de stress en fait quand j'ai su que mon épouse était enceinte parce que je sais pas pourquoi je sentais que c'était quand même très différent de ce qu'on avait eu jusqu'à présent. On avait eu des fausses couches très 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 précoces. Là, je sentais quand même que voilà, c'était naturel, il n'y avait pas eu de stimulation puisqu'on avait arrêté à ce moment-là. On avait décidé de faire une petite pause et là, pour le coup, ouais, de façon naturelle, ça dure au-delà du premier mois. Enfin, ça avait déjà généré beaucoup de stress chez l'un et chez l'autre et là, effectivement, le fait que ça se développe pas davantage après avoir galéré pendant toutes ces années a fait que moi, de mon côté, j'ai développé ce qu'on appelle alors je connaissais pas non plus, mais des crises de panique. Ce qui était très fun. Donc voilà, moi de côté, je suis suivi par quelqu'un. Bien sûr, j'ai un traitement, tout ça, ça fonctionne bien pour l'instant. Comment ça se manifeste, si je peux me permettre? Alors une crise de panique, si jamais d'ailleurs effectivement ça arrive à quelqu'un qui nous écouterait un jour, c'est une sensation assez terrible où en gros, alors certains, moi ça n'a pas été mon cas, mais chez certains, on peut avoir l'impression que c'est une crise cardiaque parce qu'on va avoir un gros sentiment de pression très très forte au niveau de l'abdomen. On va avoir une incapacité totale à se concentrer sur un truc en particulier et on va vraiment avoir une grosse panique avec des difficultés à respirer, etc., etc. Moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis vite rendu compte que c'était un problème plutôt psy qu'un problème cardiaque. Hein. Oui. Donc, j'ai appelé moi les urgences psy près de chez moi qui m'ont donné des exercices de respiration puisque c'est à peu près la seule chose que tu puisses faire à ce moment-là. C'est prendre un anxiolytique si tu en as et faire des exercices de respiration. Donc, c'est un truc qui est un peu invalidant, au quotidien. Si ça se manifeste trop souvent, moi ça m'est arrivé au boulot, c'était pas fou. Ça commence souvent par une manifestation physique qui va t'inquiéter très fortement, genre t'as mal au ventre tout à coup et là, boum, ton cerveau va partir un peu dans tous les sens. Donc maintenant je suis suivi, j'ai un psy assez formidable qui me donne à la fois un traitement médicamenteux et des exercices qui font que c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Mais tout ça est arrivé d'un coup entre la fausse couche de mon épouse et moi qui vient me greffer à ça. En plus, je culpabilisais à mort parce que je me disais, elle a déjà ça à gérer. Je viens en plus l'embêter avec mes histoires perso. Donc très dur effectivement à ce moment-là. Donc on a décidé d'arrêter dans un premier temps en tout cas. Et puis même si on avait eu envie de continuer, de toute façon le confinement est passé par là. Donc on en a profité pour nous retrouver nous et c'est vrai qu'aujourd'hui on réenvisage maintenant de repartir dans le processus de PMA tranquillement, mais on a un rendez-vous qui est prévu dans les prochaines semaines en juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais on va prendre notre temps parce que cet épisode-là était un peu compliqué à gérer pour nous. Ah ouais, tu m'étonnes. Finalement, même si cette pause dans les traitements a pas été facile à vivre pour tout le monde, ça a été peut-être une pause un petit peu bénéfique pour vous, justement pour de toute manière, on ne peut pas avancer, donc recentrons-nous sur nous et prendre soin de toi aussi. Et c'est ça. C'est exactement ça. En fait, on a pris du temps pour nous, on a pris du temps pour se retrouver nous, pour faire des choses ensemble, parce que c'est ce qui fait qu'on est bien au quotidien tous les deux. On aime aller se balader, on aime aller faire des visites, des visites de musées, des visites de monuments historiques, de choses comme ça. Donc on aime vraiment beaucoup ce genre de choses. Donc on a pris du temps pour nous. On est allé au resto, on est allé au ciné. En tout cas avant que le confinement arrive, on a pris un peu de bon temps. Et puis bizarrement, effectivement, cette période de confinement pour nous, elle a été très très bénéfique sur ce plan-là. On fait pas partie de ces couples qui ont
qui ont mal vécu le fait de se retrouver H24 ou presque ensemble, puisque déjà mon épouse elle a continué à travailler à distance. Puisque elle est infirmière, donc elle a continué bien évidemment et pas en télétravail. Et puis voilà, le fait qu'on ait plus de temps pour nous, qu'il n'y ait pas ce trajet domicile-travail de mon côté qui peut prendre un petit peu de temps et me faire rentrer un peu tard, tout ça, ça a été du bonus pour nous, pour se retrouver, pour faire des trucs ensemble, pour faire des jeux à la maison. On n'investissait pas trop finalement à la maison pour en faire pour partager des trucs ensemble. Là, donc là forcément on a eu tout le temps pour le faire et c'était cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer en fait dans le parcours qui tu penses aurait pu t'aider justement à vivre ce parcours plus sereinement? Peut-être le fait d'en savoir un petit peu davantage sur comment ça marche, peut-être avoir plus de témoignages de personnes qui ont vécu ça m'aurait aidé. On les a découverts en fait ces personnes-là, il y en avait dans notre entourage mais on le savait pas. Et on a évidemment trouvé des sources sur internet, des podcasts, voilà, comme le tien, ou des gens. Mon épouse, on a suivi beaucoup plus que moi finalement, et m'en a fait découvrir plein, comme comment s'appelle cette Instagrammeuse Gracise, que tu as reçue, me semble-t-il d'ailleurs dans ton émission. Et voilà, ces personnes-là en fait, qui permettent à la fois de dédramatiser un petit peu la situation, qui permettent un peu de se comparer et donc de se consoler parfois face à d'autres situations beaucoup plus terribles que les nôtres. Et puis ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux acronymes que je connais pas, qu'est-ce qu'on va faire à mon épouse, qu'est-ce que je vais devoir faire moi. Ça aurait été intéressant, d'autant que dans ce genre de situation, en tant qu'homme, on a parfois un peu de mal effectivement alors pas à trouver notre place, parce qu'il y a toujours une place. C'est peut-être un message d'ailleurs que je pourrais adresser aux gars qui nous écoutent. On a toujours en fait un rôle à jouer à côté de notre épouse ou de notre compagne, mais c'est juste que parfois on a un peu la sensation d'être très impuissant face à ce genre de situation. Et c'est quelque chose moi qui arrive quand même encore très régulièrement. On ne peut strictement rien faire, on peut rien faire face à la détresse de son épouse, à part la consoler et essayer de lui dire que ça va bien se passer. Donc savoir tout ça, savoir un peu l'impact que ça pouvait avoir sur nos vies, peut-être que ça m'aurait permis, alors ça m'aurait sans doute fait peur, mais au moins ça m'aurait permis de savoir et pas de découvrir un peu au fur et à mesure et de mal vivre les situations. Ça aurait peut-être été plus intéressant, quoi. D'accord. Non, mais c'est super intéressant ça. Tu me parlais aussi un petit peu de l'aspect parfois déshumanisant du processus. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il y a deux choses. Nous, on n'a pas eu de chance entre guillemets, mais je pense pas que ce soit inhérent au fonctionnement d'une maternité, mais on n'a pas eu de bol sur le suivi avec nos gynécos. C'est-à-dire qu'on est tombé sur une première gynéco qui ensuite a lâché la bride parce qu'il me semble qu'elle partait en retraite, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a récupéré un autre gynéco, mais qui est très très vite lui parti en formation pendant 6 mois. Donc ce qui fait que il a pas tellement pu nous suivre, et donc ensuite on est passé à un autre gynéco pour arriver finalement à la gynéco qui nous suit maintenant. Donc en gros en quelques mois, quelques années, on en a été suivi par 4 gynécos différents. On a trouvé la perle rare, ça y est, on a vraiment une femme assez incroyable qui nous suit. Mais ça a été un peu compliqué parce qu'il y a toujours ce côté un peu il faut passer 40 000 coups de fil pour espérer avoir quelqu'un. Il faut se battre pour essayer d'avoir des rendez-vous et coller, notamment aux horaires compliqués de mon épouse. En tant qu'infirmière, c'est pas toujours évident. Donc c'est pas simple. Et puis après, le côté déshumanisant, il est quand même dans certains examens qui sont très durs à supporter pour mon épouse, par exemple. Les personnes qui nous écoutent et qui ont eu à subir une hystérosalpingographie sauront exactement de quoi je parle. C'est hyper douloureux, manifestement. Et puis même pour nous, les messieurs, quand on a affaire à un spermogramme ou une spermoculture, ça reste quand même des moments extrêmement glauques. Voilà, qui sont très fun. À une époque, je tenais un blog où je racontais un peu ces histoires-là. Et c'est vrai que il y a des choses à raconter qui sont alors sur le coup très très marrantes quand on les raconte aux copains, mais qui n'étaient pas forcément très 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 amusantes, du genre voilà, on vous amène dans une pièce extrêmement glauque, quand vous avez fini votre affaire, il faut ouvrir une espèce de petite trappe avec une personne qui est là devant vous, qui vous voit, qui sait exactement ce que vous avez fait auparavant. Allez-y monsieur, signez là, voilà, vous avez bien fait votre affaire, maintenant signez.
Bon, c'est vrai que c'est un peu rude. Bon, après, évidemment, j'ai pas de solution miracle. Je ne sais pas ce qui pourrait rendre le truc un petit peu plus chaleureux et humain. Je vois difficilement comment ce serait possible. Mais et c'est vrai que c'est tous ces trucs là où on est content finalement d'avoir fait ça, d'avoir vécu ça à deux. Moi, c'est peut-être un message que je peux passer, mais j'ai vu quand même très très souvent des femmes qui arrivaient seules pour les examens à 7 heures du mat. Alors je sais que c'est très compliqué souvent en termes d'horaire, donc je blâme pas les gens qui les accompagnent pas. Mais c'est dur de vivre ça tout seul, je trouve. C'est vraiment très 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 dur. Voilà, à côté, il est 7h30 du matin, mon épouse est à peine réveillée. Bah, allez-y, installez-vous, écartez les cuisses, on va faire l'examen. C'est dur. Franchement, parfois c'est très très compliqué. Donc ouais, effectivement, il y a parfois ce côté un peu déshumanisant. Il y a ce côté un peu rude de certaines personnes, notamment quand on a fait la première fausse couche. Enfin, quand mon épouse a fait la première fausse couche et qu'on est allé aux urgences obstétriques, pardon, on est tombé sur une personne extrêmement rude, pour le coup, vraiment pas sympa. Elle voyait bien qu'en gros, mon épouse alors elle était pas en train de se vider de son sang, bien sûr, mais enfin, on voyait bien qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas et elle est tombée, comme ça peut arriver parfois, mais dans n'importe quel métier, sur des personnes pas cool, quoi, ça arrive. Écoute, merci beaucoup. Pour finir, est-ce que il y a un conseil que tu aimerais voilà pouvoir donner? Tu en as déjà donné pas mal, hein, mais je sais pas si tu aurais un conseil à donner pour prendre soin de son couple justement qui peut être mis à rude épreuve dans ces moments bah, voilà qui sont pas toujours faciles à vivre. Est-ce que vous y a quelque chose que vous avez mis en place avec ta femme? Il y a évidemment le fait de prendre du temps pour nous deux. Je pense que c'est important, quel que soit le couple, à un moment donné, de prendre des temps où on n'est pas entièrement focus sur la PMA, de prendre des temps où on parle pas où on parle pas d'ovules, où on parle pas de médicaments à prendre, on parle pas de stimulation, on parle pas d'insémination, etc. Des vrais moments pour Mmh. soi où on prend le temps de sortir, de se faire un cinéma, de se faire un resto, ou même tout simplement une balade. Nous, on a la chance à côté de chez nous d'avoir un petit chemin qui mène à une forêt. Bon bah dès qu'on peut, voilà, on se fait ce genre de truc, c'est vivifiant, ça nous fait plaisir, c'est des vrais moments d'intimité où il n'y Mmh. a pas de pression, où il y a pas tout ça. Donc vraiment, oui, autant que faire se peut, prendre du temps pour son couple, pour que son couple ne se résume pas justement à cette tentative de PMA, parce que mine de rien, ça Ouais. prend beaucoup de temps dans son quotidien, dans son existence, entre les médicaments que doit prendre mon épouse, entre les examens qu'elle doit faire, les prises de sang, les machins, les trucs. Ça prend vite un temps assez considérable, donc c'est nécessaire pour elle et c'est nécessaire pour nous deux qu'on fasse un peu autre chose. Donc s'il y avait vraiment un conseil à donner aux couples qui vivent ça, c'est celui-là, de se prendre du temps pour ne pas penser qu'à ça. C'est vrai que même si on en a envie, c'est pas facile de pas penser qu'à ça parce que ça nous monopolise énormément de Ben oui. temps et de bande passante même, si je puis dire. Ouais, ça bouffe énormément le quotidien. Nos discussions tournent vite, très vite, exclusivement autour de ça. Et donc, quitte à ce que ce soit un peu forcé parfois, où on n'a pas forcément envie de faire autre chose que de penser à ça parce qu'on est mal, parce que c'est dur, mais qu'il y en ait toujours un qui essaye un peu de relever l'autre en lui disant allez viens on va faire ça, tu vas voir ça va être cool, on va s'éclater un peu histoire de faire autre chose et au fur et à mesure, bah effectivement, même si ça ne dure qu'une heure, même si ça dure que 30 minutes, et ben au moins c'est des moments où on ne pense pas qu'à ça et on passe Mmh. un petit peu de bon temps et voilà. Je pense que c'est important. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, tu disais à un moment justement que ton entourage, tu ne savais pas si quelqu'un était passé par là et que tu l'as appris finalement un petit peu plus tard dans votre parcours. Vous avez été ouvert justement sur vos difficultés à concevoir avec votre entourage ou vous avez décidé de garder ça pour vous? Comment ça s'est passé? Au début, bah, c'était pas forcément évident d'en parler avec nos proches, donc on a mis un petit peu de temps pour en parler. On s'est rendu compte effectivement qu'il y avait certains de nos amis, notamment ou des amis d'amis, qui avaient vécu des situations un peu similaires à la nôtre. Et puis bon bah on a on a mis un petit peu de temps parce que bah c'est pas simple à admettre d'une part et puis on a toujours peur un peu des réactions. Il peut y en avoir des mauvaises. Nous on a eu un entourage quand même très 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 bienveillant avec nous etc. Mais il y a forcément toujours ces petits
ces petits conseils que les gens vont vous donner, c'est quand vous y pensez le moins que ça va venir, ou des choses comme ça, qui nous énervent beaucoup arrivé à un certain stade. Je pense que ceux qui sont dans ce genre de situation sauront de quoi je parle, mais en gros, ça fait 2 ans que tu es en train de galérer avec ton épouse en PMA, et on te dit non mais vous avez essayé en partant en vacances, ou alors après une petite cuite, voilà, ça désinhibe, c'est parfait. Oui, on y a eu droit. Moi, par exemple, j'ai conçu mon enfant pendant le réveillon du Nouvel An. Et, vous voyez, c'est arrivé tout seul, quoi. Oui, mais enfin, t'avais zéro difficulté à avoir des gosses, en fait. Donc voilà, c'est pas juste dans nos têtes. C'est à un moment donné mon épouse qui a voilà une maladie qui provoque des problèmes de fertilité. Et c'est pas juste parce qu'on va pas y penser à ce moment-là que le bébé de surprise va arriver, quoi. Donc on n'a pas eu trop ça. Ouais. Voilà. On n'a pas eu trop ça, mais on en a quand même eu de temps en temps. Moins dans notre entourage proche, parce que vraiment eux ils ont peut-être qu'ils le pensent, mais en tout cas ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ont vite compris que ça allait éveiller des susceptibilités chez nous. En plus ma femme et moi on a un sacré caractère. Mais par contre effectivement des potes, des potes de potes, etc. qui disent ah bah moi je connais quelqu'un, voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui voilà a galéré depuis 3 ans et puis paf ça a été un miracle. Oui effectivement ça existe, mais c'est quand même relativement rare et c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Donc oui, on a eu effectivement quand même des gens dans notre entourage qui nous en ont parlé, qui nous ont fait part de leurs difficultés, qui nous ont expliqué un peu par où ils étaient passés. On a une amie de ma belle-sœur notamment qui eux sont allés très 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 loin dans le processus puisqu'ils sont allés jusqu'à la FIV et vraiment jusqu'à la dernière FIV qui est autorisée puisque je crois qu'en France c'est 4 maxi, éventuellement 5 s'il y a des ovocytes congelés me semble-t-il, mais vraiment qui sont allés jusqu'au bout, qui avaient entamé une démarche pour l'adoption et qui, au moment où l'adoption c'était ok, voilà, eux effectivement font partie de ces petits miracles qui sont arrivés avec un enfant né naturellement, etc., etc. Alors qu'on leur avait dit qu'en gros, voilà, vous êtes infertile, vous ne pourrez plus rien faire, c'est terminé. Mais qui nous ont raconté effectivement tout le parcours, qui nous ont donné des astuces, qui étaient suivies également à la maternité de Nancy, donc qui nous ont donné un petit peu les petites astuces, qui contactaient, machin, etc. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Ça, c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé. C'est précieux, en fait, aussi d'avoir quelqu'un qui est là, à qui tu peux poser aussi des questions sans gêne, quelqu'un qui t'a confiance. Ouais, et puis qui en plus, alors la personne en question nous avait donné tout un dossier, un énorme classeur, puisque bien évidemment toutes les personnes qui ont fait une PMA ont un classeur énorme avec à peu près tout dedans, les résultats, les consentements, les machins, les trucs. Donc nous on ne fait pas exception, on avait un très gros classeur. Eux ils nous ont donné le nôtre pour nous montrer un petit peu, enfin le leur pardon, pour nous montrer un petit peu comment ça fonctionnait, ce qu'ils avaient fait eux auparavant comme examen, les différentes procédures, comment ça marche. Donc ça a été très 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 utile pour nous d'avoir effectivement des gens qui nous parlent de ça, outre les personnes qu'on a pu trouver sur internet, toutes les communautés un petit peu qui parlent de ça, notamment sur Twitter. Moi je suis un grand utilisateur de Twitter, mon épouse c'est plus Instagram et Facebook, donc moi j'ai trouvé aussi des personnes à suivre sur ces thématiques-là et c'est vrai que c'était assez instructif et puis réconfortant aussi de se dire qu'on n'est évidemment pas les seuls à galérer sur ce genre de choses, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu as créé un compte sur la PMA côté homme. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai un compte Twitter alors que j'alimente plus trop ces derniers temps parce que notamment ce qui nous est arrivé un petit peu nous a donné envie de faire un peu une pause dans tout ça et puis moi de mon côté j'ai eu plus de mal à en parler, mais effectivement j'avais un compte j'ai toujours un compte qui s'appelle PMA côté monsieur où je parlais un peu des galères en tant qu'homme, alors même si forcément moi de mon côté elles sont infinitésimales par rapport à celles de mon épouse, mais justement je parle de cet aspect-là, du côté un peu soutien qu'on peut avoir en tant qu'homme avec la femme dont on partage l'existence, des galères aussi forcément dont les mecs ne parlent pas. Je veux dire évidemment, souvent c'est quand même pour beaucoup de mecs très honteux de parler de son dernier spermogramme, qui est pas forcément un truc très très amusant. Ah bah tiens, aujourd'hui on m'a fait une échographie des testicules. Enfin voilà, évidemment on va pas dire ça entre la poire et le fromage. Enfin en tout cas beaucoup de mecs s'imaginent qu'on ne peut pas faire ça entre la poire et le fromage et je trouve ça dommage de pas parler de ce genre de trucs. Parce que c'est des choses qui peuvent nous arriver quand même à tous. Dire là, nous on est dans une situation où la fertilité est entre guillemets du côté de mon épouse, mais c'est l'inverse qui peut se produire.
Moi, c'est le cas d'un proche dans ma famille où lui, en gros, voilà, ses spermatozoïdes étaient vraiment pas vaillants, donc c'était mal barré. Évidemment, il en a parlé à personne parce que bah voilà, ça touche à la virilité, donc c'est compliqué pour beaucoup de mecs de se dire vrai homme est capable de faire un enfant du premier coup, voilà. Donc Ouais. je pense que c'est important que les mecs s'emparent aussi de ce genre de thématiques en se disant que bah non, évidemment, c'est pas honteux. Non, évidemment, c'est pas un problème, et que c'est aussi important de pouvoir compter sur ses amis, notamment mecs, mais pas seulement, en racontant ce genre de galère un petit peu et en faisant part de son désarroi à quelqu'un d'autre qu'à son épouse, parce que bah on tombe vite quand même dans ce côté, on partage ce genre d'infos qu'entre nous et vite on ne parle plus que de ça et ça nous bouffe la vie, quoi. Bien sûr. Ok, bah écoute, non, c'est un super conseil. Et c'est super, enfin, j'ai regardé ton compte Twitter et donc du coup ton blog c'est PMA, c'est lapma côté monsieur.com, c'est ça? C'est pma-monsieur.com, mais il faut que j'ai un souci technique dessus, donc il n'y a plus rien qui s'affiche. Ah, Donc il faut que je le retravaille et que je retrouve mes articles, mais bon, c'est ah plus sur mince. Twitter que je vais être, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, on pourrait aller faire un tour sur Twitter. C'est toujours sympa. Mesdames, si vous voulez envoyer vos chéris sur Twitter, sachez qu'il y a un compte sympa. Bon, C'est gentil. très bien. Écoute, Maxime, je te dis un grand merci d'avoir partagé votre histoire. Merci à toi. Je vous souhaite un parcours aussi simple que possible, du coup, dans le futur, une reprise aussi douce que possible également. Et puis, bah, s'il te plaît, tiens-nous au courant de comment est-ce que tout ça évolue. Avec plaisir. J'aurai plaisir à partager avec la communauté les bonnes nouvelles qui arriveront. On l'espère. Merci. Écoute, en tout cas, un grand merci, bonne continuation et à très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alors-c'est-pour-bientôt-podcast et pour témoigner, direction le site internet alors-c'est-pour-bientôt-podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.